Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Have You Met Robert, le podcast qui met en lumière des récits authentiques de femmes sur leur rencontre avec Robert. Robert est partout, dans nos maisons, nos rues, nos lieux de travail, nos médias, nos films, nos écoles, nos politiques. Il sévit depuis si longtemps que son comportement est parfois parfaitement intégré, minimisé et excusé. Il lui arrive aussi d'être violent, très violent. Robert représente les violences faites aux femmes en général. J'avais envie de lever le voile sur son comportement, parfois inconscient et parfois totalement indécent. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura et je lance ce podcast de façon indépendante pour libérer la parole des femmes, pour provoquer une prise de conscience et surtout pour tenter à ma petite échelle de rendre ce monde plus sûr pour les femmes. Et franchement, il y a du taf. Alors merci beaucoup pour votre écoute, ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire positif sur les plateformes d'écoute. Moi, ça m'aiderait énormément et ça pourrait aider aussi d'autres femmes qui ont envie ou besoin d'écouter ces précieux témoignages. Aujourd'hui, je discute avec Romane. Avec Romane, on a parlé de plafond de verre, de violence physique subie dans le métro parisien, de l'entrepreneuriat qu'elle conjugue au féminin, de l'énorme charge mentale qui pèse dans nos cerveaux tous les jours, des droits des femmes qui sont constamment remis en question et de la théorie des pots de yaourt. Ce que j'aime dans cet épisode, c'est l'aplomb, mais aussi la fraîcheur avec lesquelles Romane raconte ses histoires. Elle soulève de très bons points sur les rapports entre les femmes et les hommes, qui ont parfois remis en question mes propres réflexions. C'est un super épisode et j'espère qu'il vous apprendra plein de choses. Allez, c'est parti pour l'épisode. Bonjour tout le monde, salut Romane. Hello Laura. Ça va ? Ouais, super, et toi ? Ouais, super. Bah écoute, je suis super ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi sur Have You Met Robert, ce nouvel épisode. Génial. Si tu veux bien commencer par te présenter, ce serait super. Ouais, alors moi c'est Romane Laouénan, j'ai un background en finance et j'ai monté ma boîte Thérapie Nutrition, donc complètement différent il y a 3 ans maintenant. Et je vis depuis maintenant quelques années à Bali en Indonésie. Ok, super. Et d'origine, tu étais en France ? Et d'origine à Paris, mais j'ai grandi en Asie, donc ouais. T'as grandi où ? À Singapour. Trop bien. Ouais, donc la première question de ce podcast, c'est est-ce que tu te rappelles à un moment donné, quand tu étais petite, dans ton enfance ou dans ton adolescence, tu t'es dit je suis une fille, enfin, tu t'es rendu compte que tu étais une fille? Il n'y a pas vraiment de moment donné où ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ouf, ça y est, je suis une fille ou je suis une femme. Je pense que tout de suite, l'idée qui me vient, c'est les habits. Parce que petite, que ce soit en robe, on te disait de remettre bien ta robe correctement ou des petites choses comme ça. Et puis après, je l'ai surtout vu plutôt à l'adolescence où on me disait, mes parents me disaient, bah non, il faut pas que ta jupe soit trop courte. Le week-end, pour aller au cinéma, tu mets pas de robe, tu mets un jean, tu mets un pantalon. Et ça m'a vraiment marqué en fait. C'est des souvenirs qui m'ont marqué et je me suis dit, ah ouais, en fait, je peux pas sortir comme je veux et habiller en fait de la manière dont je le décide. Ok, là c'est à ce moment-là que tu t'es dit c'est différent de si t'avais un frère ou un pote. Toi, tu te sentis différente à ce moment-là Complètement. Okay. Je me suis dit là, il y a une vraie différence en fait. On fait attention à comment je m'habille. Et toujours dans ce côté, il faut pas que ce soit trop court, mais en même temps, quand t'es à l'école et que tu deviens ado, t'essayes de plaire, donc en fait, t'essayes de mettre les choses les plus courtes possibles, mais de l'autre côté, tes parents sont là, non, il y a plein de choses à respecter du niveau de l'habillement et même au niveau du maquillage, des choses comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment là où tu réalises et tu te dis, ah ouais, en fait... Je suis pas un homme et on me dit comment je dois être, comment je dois m'habiller, etc. On me dit quoi faire, quoi. Ouais. Très jeune. Comme en fait, exactement. Et comme en fait j'ai une petite sœur, du côté de mes parents, j'ai pas trop vu finalement la différence, etc. J'ai toujours eu l'impression qu'on m'avait donné toutes les clés possibles pour réussir, être au même niveau que les hommes. Même encore aujourd'hui, quand je demande à mon père, est-ce que tu crois qu'il y a une différence si j'avais été un garçon ?
Et il me dit, mais non, ça change rien, être un garçon ou une fille. Mais en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, la seule chose qui me différenciait finalement dans l'enceinte de ma famille, c'est comment mes parents contrôlaient mes habits quand je sortais, en fait, pour ma protection à moi et comment les autres allaient me voir et pour me protéger finalement. Ouais. Super intéressant. Et en fait, ça rejoint un peu la prochaine question qui justement parle des limitations qu'on peut avoir en tant que femme. Est-ce que toi, donc au-delà des habits, au-delà de cette façon-là que tes parents avaient de te protéger peut-être, au-delà de ça, est-ce que dans ta vie de femme, tu t'es dit ah là, ça je peux pas le faire, ou on ne m'autorise pas à le faire parce que je suis une femme? Alors moi, j'ai l'impression que d'avoir été une femme, à contrario, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur plein de choses en fait, dans le boulot aussi. Quand t'es une femme et que t'apprends à plaire, à séduire, finalement ça t'ouvre des portes que t'aurais peut-être pas eues si t'étais un homme, ou du moins différemment. Et en fait, peut-être que ça t'ouvre la première porte d'être une femme, mais par contre après t'as clairement un plafond de verre. Et quand t'as des succès, et ben là on te dit ah ouais, mais c'est parce que t'as de la chance, c'est parce que t'as une femme. Donc finalement en fait ça peut t'ouvrir des opportunités, mais quand t'es trop successful et que ça fonctionne pour toi, là tout de suite t'as cette plafond de verre, que ce soit les hommes ou les femmes qui te la mettent, mais en tout cas tu le ressens fortement. Il faut pas être trop successful quand t'es une femme, sinon si t'es trop successful, c'est sûr c'est de la chance. C'est de la chance ou de la séduction, ou t'as réussi à avoir ce que tu voulais parce que ouais. t'étais une femme. Séduction. Ouais. Tu l'as ressenti vachement, ça. Ah, complètement. Je le sens dans ton, dans ton propos. Ouais. En finance complètement. Je me souviens très bien, pour la petite anecdote, quand je travaillais en gestion de patrimoine, une fois j'ai signé un contrat avec un client. Et c'était mon premier contrat, mon premier client. Et quand je suis revenue et que je l'ai dit dans la salle où il y avait mon boss et puis il y avait plein de monde autour, quand je l'ai dit, ils ont dit bah oui, mais ça, c'est normal. C'est parce que Romane, elle est jolie. Il l'a fait pour tes beaux yeux. Donc c'est horrible de se dire ah ouais, un client a signé un contrat pour mes beaux yeux. Non, je crois pas. Il y a eu du travail en fait. Ouais. Donc, en fait, quoi qu'on fasse, qu'on travaille beaucoup ou qu'on soit jolie ou qu'on ait les deux, on se fait critiquer quoi. C'est un peu ce que tu veux dire. Par plafond de verre. Enfin, quand tu dis plafond de verre, qu'est-ce que tu entends en fait, au-delà de ces limitations de... Bah, en fait, on va te dénigrer parce que en fait, tu y es arrivée parce que tu étais jolie. On va te dénigrer et puis on va pas forcément te laisser passer à l'étape supérieure. Tes succès seront beaucoup remis finalement en question et on va dire bah, c'est de la chance, etc. Donc en fait, comme finalement tu seras jamais prise au sérieux plus que ça, le poste d'au-dessus, tu l'auras pas. On va te laisser au même endroit et on va dire bah ouais, tous ces succès de toute façon c'est de la chance et peut-être que le poste d'au-dessus, bah on te le donnera jamais finalement. Tu l'as vécu ça dans le monde de la finance ou pas, toi? Non. Pas du tout, parce que j'ai pas cherché à rester trop mais est-ce que c'est toi est-ce que t'es partie parce que justement t'avais ces plafonds de verre ou t'es partie parce que t'en avais marre du monde de la finance ou t'avais envie de faire autre chose? Alors là, c'était purement, complètement oui, parce que je pense que c'est un monde qui est ultra oppressant parce qu'il y a beaucoup d'hommes et les peu de femmes qu'il y a, elles ressentent forcément une pression sur leurs chiffres, sur plein de choses. Et moi, je suis partie en partie à cause de ça, mais surtout pour le train de vie qui ne me correspondait pas. Et... Parce que tu étais en France ou à Singapour? À Singapour. Tu étais à Singapour. Ouais. Donc tu vivais une vie de Singapourienne qui travaillait dans une banque. Ouais. Et le train de vie ne me correspondait pas, le management ne me correspondait pas. Le management, finalement, c'est les hommes qui sont au-dessus de toi. Et la manière dont c'était fait ne me correspondait pas, quoi. C'était beaucoup d'hommes en management à Singapour? Oui, je pense que... D'accord. Oui, alors après, moi, j'ai changé. J'étais dans une boîte de consulting en finance suisse. Et là, je pense, sur 25 personnes, on était 3 femmes. Ouais. Donc, ce qui est très peu. Très, très peu. Ouais. Et en tant que maintenant, en tant qu'auto-entrepreneur, tu ressens un peu plus, toujours ces limitations-là, ces plafonds de verre ou pas? On va dire plus ou moins. J'ai plus l'impression en fait d'être affirmée parce que c'est ma société, donc je sais ce que je veux, etc. Au début,
quand tu commences, c'est sûr, c'est difficile et tu te mets tout de suite en infériorité avec les personnes avec qui tu vas communiquer. Les directeurs des labos, forcément, 90% du temps, ça va être des hommes. Donc, pareil, tu te sens en infériorité, etc. T'as l'impression tu changes complètement d'industrie. Donc, en plus de ça, t'as pas l'impression d'être crédible, etc. Mais au fil du temps, j'ai réussi, je pense, complètement à m'assumer dans ce que je fais, à devenir complètement libre, experte, en fait. Libre dans mes projets et puis experte de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'ai plus l'impression, en tout cas, qu'on peut me mettre des barrières ou avoir un discours. Pardon. Non. Pour donner un peu de contexte à tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, alors moi, j'ai monté Thérapie Nutrition il y a 3 ans maintenant, parce que je voyais finalement que les gens qui travaillaient dans le monde de la finance avaient une hygiène de vie qui était vraiment déplorable, et je voulais apporter quelque chose de facile, un peu au quotidien, pour les aider dans leur santé. Donc Thérapie Nutrition a 3 ans maintenant, et on fait des compléments alimentaires 100% naturels, et on est spécialiste du sommeil. Okay. Et on travaille qu'avec des plantes. Ok. Donc c'est un milieu plutôt féminin ou masculin finalement ? La nutrition, c'est un milieu qui est assez mixte finalement, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Et il y a aussi beaucoup d'hommes. Comme tu es entre la santé et le bien-être, c'est assez mixte. Ok. Ouais. Mais tu t'y sens bien ? Complètement. Ok. Il n'y a pas de souci. Okay. C'est un milieu qui me correspond. Top. On va passer à la question centrale de ce podcast. Donc, si tu veux bien, donc ça s'appelle. Donc, tu sais très bien que ce podcast s'appelle Have You Met Robert ? Oui. Les fameux Robert. Donc, ça représente les violences qui sont faites aux femmes en général. Mais je serais hyper curieuse d'avoir ta définition d'un Robert dans le monde de Romane. Qu'est-ce que c'est un Robert ? Qu'est-ce que c'est un Robert ? Oula, ils sont tout autour de nous et ils sont là pour rester. On a l'impression que ça avance trop lentement sur ce sujet-là. Non, pour moi, un Robert, c'est pas forcément les personnes les plus violentes qui sont des Roberts, mais juste une personne qui fait des petites réflexions, qui a un peu taquin ou qui te fait juste sentir inférieur à lui. Pour moi, c'est un Robert. Et de temps en temps, c'est très, très subtil. Ouais, c'est très subtil et c'est parfois au quotidien, parfois tu le vois pas venir. C'est insidieux. Complètement. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as rencontré déjà un Robert dans ta vie ou plusieurs ? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous raconter une histoire ? Plusieurs, j'en rencontre tous les jours dans tous les contextes. Ils sont vraiment partout, mais le plus violent, et c'était l'histoire dont je te racontais la dernière fois, je pense que alors que je rentrais au bureau, je travaillais à Paris, je rentrais dans les bureaux et donc je sortais du métro, et donc j'étais, tu sais, quand tu sors de la rame de métro, tu arrives sur le quai et puis là tu as les escaliers, tu montes les escaliers, et puis c'était exactement à ce niveau-là. Et si tu veux, je vois une personne qui arrive, il y avait personne, il faisait beau, j'étais en jean escarpin et j'avais mes dossiers dans les mains. Enfin, je me rappelle, c'est drôle, hein, c'était, je pense, il y a 10 ans. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, quoi. Et là, je vois une personne qui arrive en face de moi. Et à aucun moment donné, je me suis dit quoi que ce soit, mais c'était bizarre, ce sentiment. Et là, il passe et je reçois un énorme coup par derrière sur la tête. Là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, en fait, je trébuche parce que j'étais en talons. Je tombe sur mes 2 coudes et je me relève. Je me retourne. Mais vraiment, je comprenais rien à ce qui se passait. Et là, je vois qu'il avait couru, qu'il s'était arrêté plus loin. Et il me regardait droit dans les yeux et il me fixait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, il m'a frappée. Mais c'était... Oui. Et après, il a couru. Il s'est retourné, il m'a regardé. Il m'a mis dans un côté de soumission ultime parce que c'était complètement gratuit. J'avais rien fait. Et pourtant, il venait de frapper une femme. Et moi, en tant que femme, je venais de me faire frapper complètement gratuitement en sortant du métro dans un des beaux quartiers de Paris. Qu'est-ce qui te passe dans ta tête à ce moment-là ? Tu comprends pas ? J'y croyais pas. Mais vraiment, j'y croyais pas.
Je suis rentrée au bureau et j'étais sous le choc. Et je me rappelle m'être assise à ma table. Et en fait, je touchais ma tête parce que j'ai eu une bosse. Le coup, il a quand même été super violent. Et donc, j'avais une bosse. Et en fait, je retouchais ma tête juste pour sentir ma petite bosse et me dire, mais en fait, c'est vraiment arrivé parce que en fait, j'avais l'impression de me créer une histoire, me monter la tête. Je me disais, mais c'est pas possible. Qui se fait frapper gratuitement? Ça n'arrive pas. Enfin, c'est pas... Dans tous les films, si quelqu'un frappe quelqu'un, il y a une raison. Ouais, il y a une raison où il y a quelqu'un qui vient de sauver derrière. Toi, tu t'es retrouvée toute seule par terre, j'imagine, en plein métro. Il y avait personne. Il y avait personne. C'était le matin, tu disais que t'allais au bureau? Non, c'était en milieu d'après-midi. Okay. C'est pour ça qu'il y avait personne. C'était pas du tout une horaire de pointe. Ok. Et donc tu te retrouves par terre, les coudes sur le sol. Ouais. Complètement désabusée, t'as rien volé. Enfin, c'est juste. C'était surréaliste. Improbable, ouais. Et si je m'étais pas retournée, si c'était pas retourné et qu'on s'était pas regardé, je t'aurais dit, ok, peut-être que quelque chose m'est tombé dessus du plafond. Je ne sais pas, mais il y avait rien. Oui, il m'a bousculé, il l'a pas fait exprès. Exactement. Mais j'ai vu la violence dans son regard quand je me suis retournée et c'est là où j'ai compris, en fait. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait faire? Je pense que c'est un acte très barbare envers le sexe féminin, de se dire, en faisant ça, je prends le pouvoir. Je vois une femme forte et je pense qu'il y a un côté jouissif en fait finalement dans cet acte-là pour lui parce qu'il se dit je vois une femme forte, je la frappe et tout de suite elle devient inférieure à moi. Et c'est tellement gratuit que oui, forcément t'as un sentiment d'infériorité tout de suite. C'était de la haine, c'était de la violence, mais une extrême violence, quoi. Enfin, il y avait... C'était glaçant. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est parce que t'étais une femme qu'il t'a frappé? Parce que je pense qu'il aurait jamais fait ça à un homme. Ça coule de source, en fait, parce que on le sait, les violences que subissent les femmes dans le métro, etc. Alors oui, de temps en temps, on peut dire... peut-être 1% des hommes ont quelques soucis par-ci et par-là, mais les chiffres le montrent. Ouais, bien sûr. Si j'étais un homme, à mon avis, ça se serait passé différemment. Mais les actions gratuites, en général, c'est plutôt envers les femmes. Ouais, non, mais je me pose la question parce que je me dis, est-ce que c'était juste quelqu'un qui avait envie de se défouler sur la première personne qui passe, ou c'est j'ai une haine envers une femme qui passe Non, je pense pas, c'était prémédité. C'est justement pour ça que en fait, tu le ressens quand t'as la personne en face qui arrive et qui est arrivée vers moi. J'ai eu ce sentiment comme une espèce de vague qui te traverse et que tu te dis oula. Et puis forcément, ce qui devait arriver arriva. Et puis en fait, quand je me suis retournée, et c'est là où tu le vois dans son regard que... Est-ce qu'il est passé devant toi d'abord, tu l'as vu, c'est ça? Il est arrivé par devant. Tu t'es sentie en insécurité en le voyant, déjà? Complètement. Ouais. Il y avait comme une vague de quelque chose qui allait se passer. C'est ce pressentiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, oui, tu le ressens. Et puis finalement, en fait, dans le regard de quelqu'un, quand tu te retournes comme ça et que tu regardes quelqu'un droit dans les yeux, tu comprends beaucoup de choses. Ses raisons. Beaucoup de choses, ouais. Et donc, quand t'es rentrée au bureau, t'as ressenti quoi? Tu disais que t'étais... Ah, mais j'y croyais pas. J'étais complètement dans un autre monde. J'y croyais pas. J'avais vraiment du mal à réaliser ce qui s'était passé. J'en ai parlé autour de moi. Mais j'avais beaucoup de mal. J'arrêtais pas de mettre la main dans mes cheveux et me dire, bah non, j'ai une bosse quand même. Enfin, il s'est vraiment passé ça. Enfin, ça me semblait surréaliste. Et puis plus le temps passait, plus je me disais mais c'est surréaliste cette histoire, c'est dingue quand même. T'as pas porté plainte, t'en as pas parlé à la police, t'as pas essayé de le retrouver dans la rame? Non, j'ai une fois j'ai pété un plomb dans le métro parce que j'étais en robe et en descendant les marches, un mec a passé sa main sous ma robe et m'a touché les fesses. Et donc là, je suis direct allée au bureau du métro en leur disant mais attendez. Me toucher les fesses, il n'y a pas de souci. Mais sous ma robe, là, c'est quand même scandaleux. Là, on dépasse les stades de l'acceptable, même dans le métro. Hein. Ouais. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, bah, vous voulez faire quoi?
on peut rien faire. Ça arrive tous les jours, hein. Ah ouais, bah oui, c'est normal. Donc, donner de mon temps, de mon énergie. Donc les gens du métro t'ont un petit peu dit, en fait, va voir ailleurs, quoi. Ils en ont rien à faire. Ouais. Ils en ont rien à faire. Après, je comprends, c'est pas leur boulot non plus, en fait, de faire la police. Non, mais au pire, t'appelles la police, tu dis un truc, enfin, tu fais... Mais bon, ça arrive, c'est vrai que ça arrive très très souvent, mais justement, qu'est-ce qui pourrait faire que ça n'arrive plus? De la sécurité dans le métro, comme on a en Angleterre, comme tu peux trouver en Australie, comme tu peux trouver à Singapour, qu'il y ait des flics dans le métro. Des caméras. Tu vas à Londres, il y a des caméras partout, il y a des flics dans le métro, ça contrôle. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place, c'est que quand même... Et même en heure creuse, finalement, il faut faire attention. Surtout en heure creuse. Surtout en heure creuse. Et qu'il y ait des caméras partout et qu'il n'y ait pas justement des couloirs sans caméra où on ne puisse pas voir ce qui se passe. À Paris, c'est fréquent quand même. Parce que ça devient un jeu. Ouais, partout. En France, en fait, il n'y a pas vraiment... La France était assez conservatrice là-dessus au niveau des caméras par rapport à Singapour, Londres, où il y a des caméras complètement, partout. T'as pas le droit d'avoir de caméras en France. Ouais. Bah, ça atteint aux libertés des gens. Exactement. Mais en même temps, ça atteint aussi à la sécurité des femmes, parfois. Bah, il faut choisir, je pense. Moi, mon choix, il serait... c'est un choix compliqué, hein, et je le comprends, c'est la liberté, etc. Mais pour la sécurité des femmes, franchement, mettre des caméras partout, ouais, c'est important. Tu t'es senti en insécurité plus en France ou à Singapour? Bah, en France. Ouais. Je te pose une fausse question. Oui, c'est une fausse question. Ouais. C'est une question piège. Oui. Non, en France, c'est un pays qui, autour de la femme, est très dangereux, en fait. C'est un pays qui est dangereux pour les femmes. Et tu le vois quand tu habites à Singapour ou même en Indonésie. Hein. Alors que l'Indonésie, c'est pas un des pays, finalement, les plus safe non plus, mais il n'est pas safe pour tout le monde, finalement. C'est pas un sexe. En France... tu te sens vraiment une proie quand t'es une femme. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord pour avoir vécu aussi à l'étranger. J'en ai parlé avec d'autres personnes sur le podcast qui ont aussi vécu à l'étranger. Je pense qu'on partage tout ce même sentiment de, en France, on n'est pas en sécurité dans les rues, ni dans les transports en commun. Quand on rentre le soir, enfin, c'est vraiment d'une tristesse. C'est quand même un très très beau pays, mais ça, sur le harcèlement de rue, la violence qu'il y a dans les rues pour les femmes. En fait, l'espace public en France est réservé aux hommes. Complètement. Je pense que ça l'est devenu de plus en plus parce que j'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression que ça s'est un peu accentué finalement avec les années. Où je sais pas, où je le vois de plus en plus et j'y fais de plus en plus attention. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il n'y a aucune mesure qui est prise vraiment pour protéger les femmes dans l'espace public. Et qu'on puisse se sentir... en tout cas, à Paris, hein, moi je parle de ce que je connais, mais... à Paris, qu'on puisse se sentir en sécurité, même si tu rentres de boîte de nuit à 3h du matin. C'est pas parce que t'es une femme que t'as pas le droit de sortir et de rentrer à 3h30 du matin toute seule. À pied, parce que t'habites à 20 minutes. Donc... Pourquoi tu penses que c'est comme ça en France? Bah, parce qu'il y a un gros problème, et un manque de moyens. Je pense que c'est vraiment un manque de moyens, finalement. La police est débordée par plein de choses, plus ou moins importantes. Et justement, on en vient encore une fois sur l'importance. Et donc, du coup, le problème des femmes est moins important que d'autres choses. Donc, on priorise d'autres choses, je pense. Ça passe à la trappe un peu par rapport à d'autres sujets. Ouais. Ouais, je pense j'ai pas la réponse, hein. Je pense qu'il y a sûrement plein de facteurs qui font qu'en France, ce soit différent que dans d'autres pays. Et après, il y a d'autres pays où c'est très, très dangereux pour les femmes, hein. On pense au Brésil, l'Afrique, il y a plein d'autres, où t'as pas très envie non plus. Ah ouais, de rentrer tard le soir. C'est sûr. Mais pour un pays européen, c'est quand même un des pays qui est compliqué quand on est une femme. En tout cas, dans la rue. Mais pour revenir à ton Robert, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui vivent ce genre de situation dans le métro, ou qui ont vécu une attaque comme ça gratuite, parce que c'est vraiment de la méchanceté gratuite, de la violence gratuite. Il y a pas, et je comprends que ce soit hyper difficile aussi à l'intégrer, parce que t'as rien fait pour être frappée.
Et il y a aucune raison qui ferait que tu devrais être frappée dans tous les cas. Par contre, toi, c'était vraiment de nulle part. Donc, c'est hyper injuste, c'est hyper horrible. Mais du coup, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces femmes-là qui ont vécu ça, ce sentiment de violence gratuite? Vous n'êtes pas seule. Ouais. Vous n'êtes pas seule. On l'a toutes ressenti. Si je peux me permettre de dire toutes. C'est une injustice que malheureusement on vit toutes quand on est né femme, et on doit apprendre finalement à vivre avec ça. Donc je pense qu'on doit apprendre à le vivre. On peut pas en fait apprendre qu'on doit vivre avec ça. C'est dur à entendre de dire on doit apprendre à vivre avec la violence gratuite, tu vois. C'est vrai, hein. Moi, je suis d'accord aussi avec toi de dire en fait on vit dans un monde qui est dangereux pour les femmes. En fait, les choses ne bougent pas pour les femmes, donc on essaye et on déplace plein de choses pour faire en sorte que ça avance, mais ce sera long. C'est un combat qui va être très 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 long. Qui en plus de ça, pour moi j'ai cette impression-là qu'on revient en arrière sur pas mal de choses. Nos droits sont constamment remis en question quand on est une femme. Donc je pense qu'aujourd'hui le mieux, en fait, c'est de mettre en place des choses pour soi et très égoïstement, comment on se protège en fait face au monde extérieur qui est si violent envers nous. De se dire de pas se victimiser en fait, et de se dire oui, je ne suis pas seule. Ce que j'ai vécu là, une autre femme l'a vécu, etc. C'est complètement injuste, mais on n'est pas des victimes. Il faut pas que ce soit victimisant, il faut pas que ça nous impacte sur le plan psychologique et qu'on se remette en question et qu'on remette trop de choses en question, etc. Et que ce soit trop violent psychologiquement. Il faut réussir à reprendre de la force réussir à faire face à ça sans se faire trop impacter soi-même, quoi. Alors de temps en temps, moi je parle de ma propre expérience pour des petites violences comme ça dans le métro. Ne minimisons pas. Non, il y a pas de je veux pas minimiser, c'était quand même horrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses de temps en temps où même si aujourd'hui la trend c'est hyper trendy de dire qu'il faut pardonner tout à tout le monde, moi je suis pas du tout de cet avis-là. Je pense qu'il y a des choses qui sont impardonnables, des violences faites aux femmes qui sont impardonnables et qui ont des impacts psychologiques et physiques qui dépassent l'entendement. Mais en tout cas, quand c'est des petites choses au quotidien, il faut réussir à se protéger psychologiquement. Donc c'est ce que tu aimerais dire à ces femmes. Moi, ce que je dis vraiment aux femmes, c'est vous n'êtes pas seules. Ouais. 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 C'est pour ça aussi qu'on fait là. ces épisodes. Ouais. On est là, les filles. On est là. On a toutes pris des coups. Ouais. Et on est plus triste. fortes ensemble et on trouvera des solutions ensemble. Justement, je voulais te parler de ça, un peu de sororité. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de sororité qu'avant ? De se dire, on est entre nous, on est entre femmes, on s'entraide. Encore une fois, c'est une trend très à la mode de se dire ah oui, on fait plein de trucs entre filles, on fait des cercles de filles, on fait du yoga entre filles. Je pense que c'est hyper important. Il y a un esprit de communauté qui grandit chez les femmes. Les femmes s'épaulent et elles l'ont toujours fait et ça continue aujourd'hui, c'est très très bien. Mais on l'a toujours fait, je pense. Toujours. On s'est toujours entraidé à toutes les époques. Tu penses, Ouais, je pense. Et là, aujourd'hui, on le met beaucoup en avant, etc. Parce que on sait que c'est comme ça que les choses avanceront, c'est en serrant les coudes et en étant là pour les unes et pour les autres. Mais on l'a toujours fait. Et après, forcément, c'est pas toujours parfait. Forcément, les femmes entre elles sont pas toujours les plus gentilles non plus, parce qu'il y a un esprit de compétition dans notre société et qui met les femmes en compétition entre elles. Mais je pense que oui, c'est hyper important et ça va nous aider à avancer si les femmes s'écoutent entre elles, se soutiennent entre elles. Mais on le voit dans les milieux de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup ensemble,
créer des communautés de femmes, des podcasts de femmes. Donc, des cercles, tout ça. Des cercles. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je pense que ça a toujours été présent. Mais aujourd'hui tu penses que c'est parce parce qu'on a plus de moyens de communication et du coup, on le voit plus. Tu penses que Oui, je pense. Et quand tu parles de trend, tu penses que il y a un petit côté superficiel à la mode? Est-ce que ça pourrait être plus profond que parfois ce qu'on voit? Je pense que c'est bien. C'est une bonne trend. Ouais. C'est une bonne trend comme la trend de manger des légumes. C'est une super trend. Mais dans le mot trend, je disais aussi que c'est très mis en avant, c'est très médiatisé. Donc du coup, il y a un petit côté aussi qui est superficiel. Et dans ce que je voulais dire, c'est qu'avant, c'était fait, c'était pas médiatisé. Et donc du coup, quand c'était fait avec le cœur et les femmes se réunissaient parce qu'elles s'aimaient. Mais les femmes s'aiment toujours, hein. Mais c'est juste que le médiatiser comme ça, les cours de j'adore le yoga, donc je vais rien dire, mais le côté un peu superficiel, donc on se retrouve entre femmes et les cercles de femmes et on médiatise ça et on met oui, non, moi j'ai déjà fait des cercles de femmes où c'était compliqué. Où c'était forcé, justement, et surtout à Bali. Peut-être on a beaucoup de choses qui sont un peu comme ça, des cercles de femmes et c'est bien, c'est vraiment bien de se réunir et tout, mais c'est bien aussi de se soutenir sans je sais pas comment expliquer. Exactement, en fait aussi ce qui est souvent médiatisé, comme t'en parles, les cercles de femmes qui sont organisés, etc., où t'y vas, c'est très bien, mais souvent tu connais personne dans la salle. ouais, alors c'est dur. Que t'as des super copines. Donc, du coup, c'est ça le message que j'essaye de faire passer et que j'ai essayé d'exprimer à travers une trend, c'est que c'est une trend qui est bien. On encourage les femmes à se parler, à se serrer les coudes. Mais avant d'aller voir plein de gens que tu connais pas, je suis sûre que tu as un cercle de copines hyper soudées qui peuvent te soutenir. Après, il y a des gens qui ont personne, hein. Et après, tu peux aller dans les cercles et trouver de super copines. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vraiment une solution pour les gens peut-être qui n'ont pas de proches à qui se confier, ou qui sont seuls, ou qui parfois n'ont pas le courage de parler de choses très très dures à leurs proches, parce que justement ils les connaissent bien. C'est parfois plus simple de se confier à des femmes que tu connais pas. Alors du coup là qu'à ta famille ou à tes potes oui donc là du coup c'était sur de la confession et sur des cercles de confession, mais oui et donc tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu me disais on régresse, donc j'avais une question un peu, est-ce que tu vois des choses qui tendent vers l'égalité des sexes, ou pour toi vraiment la route est longue et il y a pas trop de trucs qui vont dans le bon sens? La route est périlleuse, ça c'est sûr. Et elle nous réserve beaucoup de surprises, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je pense que le chemin va être long, que les avancées vont être... les victoires vont être peu nombreuses, mais il faut continuer à avancer, il faut continuer à défendre nos droits. Ça c'est clair, mais je trouve que moi, quand je parle à ma maman et quand je lui demande comment c'était pour elle, comment les hommes sont autour d'elle, moi j'ai l'impression que c'était très différent pour elle, et elle a aussi l'impression que notre génération est très différente, et pas forcément en fait dans le bon sens. C'est pas parce qu'on est plus jeune que finalement on a eu plus de chance avec les hommes aujourd'hui. On a cette impression que quand même les choses régressent. Enfin, à l'époque de ma mère, c'était topless sur les plages. Ça l'est plus. Enfin, je dis pas, c'est aussi une mode, etc. Et puis maintenant, on fait attention à sa peau. Il y a le cancer de la peau. Ok, whatever. Mais moi, j'ai pas de photos de moi topless dans des albums photos. Ta mère, oui. Et ma mère, oui. Faut pas le dire. Mais non, mais il y a plein de petites choses comme ça qui font que on sent que notre génération a un peu plus de mal, comme s'il y avait un petit retour en arrière, et même sur l'éducation des hommes. Je pense que nos mères se sont vraiment battues et ont des maris complètement indépendants, qui, pour la plupart, quand même, savent faire à manger, savent faire des courses, savent faire le ménage. Moi, j'ai l'impression qu'autour de nous, aujourd'hui, il y a eu aussi plein de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, on est la génération Uber.
Donc les hommes en font encore moins. Mais c'est terrible. En fait, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu veux faire ta lessive? Hop, et ben t'as le Uber de la lessive. Tu veux te faire à manger? Hop, Uber. Tu te commandes un truc? Amazon. Donc en fait, il y a encore moins ce côté effort du côté masculin. Et j'ai l'impression, que c'est vraiment un problème très très fort. Ce côté partage de tâches. Et puis on en parlait aussi, la charge mentale. La fameuse. Et ça, c'est pas une traîne, hein. Ça, c'est véridique. Tu penses que c'est des hommes génération de la flemme, un peu totale, enfin de se dire en fait moi je fais le minimum syndical et puis ouais. Mais nous, on l'est aussi génération de la flemme, hein. Bien sûr. Mais sauf que du coup, un mec il va plus être du genre en fait tu veux pas faire à manger, viens on commande un Uber. Mais après il va quand même avoir cette réflexion de se dire mais t'es une femme, tu devrais quand même faire à manger. Pourquoi tu fais pas à manger? Mais alors que lui, s'il était tout seul, il se commanderait un Uber. Donc Donc il y a un peu ce côté-là. Mais tu trouves que nos parents, ils étaient comme ça? Ils étaient, enfin, dans ton cas précis, ton père aidait ta mère, il te faisait à manger, il était très présent. C'est un homme qui a une carrière, une grosse carrière, donc qui a beaucoup bossé, etc. Mais il n'a pas toujours été ultra présent dans la vie quotidienne. Mais moi, j'ai toujours vu mon père faire le ménage, bien le faire à manger, s'occuper des choses qu'il fallait, s'occuper du jardin, s'occuper des choses comme ça, du quotidien, quoi. Faire pas mal de tâches quand même. Et aider sur plein de plans. Il y a 0 tâche, par exemple, dans le couple de mes parents, qui va être réservée spécifiquement à ma mère. J'ai jamais eu ce ressenti-là, en tout cas. Ouais, nous, on est un peu une génération un peu charnière entre peut-être les prochaines femmes qui arrivent, qui sont beaucoup plus... Et les hommes, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus éduqués sur peut-être le partage. Ouais. Et nos parents qui se sont battus pour justement avoir... Nous, on est un peu l'entre-deux, quoi. C'est ça. Donc toi, tu sens que tu paies un peu les pots cassés d'une génération qui s'est de Robert ou d'hommes qui savent pas se placer. Non, mais nos mères étaient des super héroïnes. Elles se sont battues. C'était la génération pilule, reprise du contrôle des corps. C'était impressionnant. Et nous, on arrive à un moment où on se dit, ok, what's next? Et en même temps, on se bat moins, mais en même temps, du coup, on se retrouve moi, je le dis parce que ce que je vois autour de moi, hein, on se retrouve quand même avec une charge mentale prête à exploser. Il faut être parfaite partout, dans tous les domaines, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit la mère parfaite aussi. Physiquement aussi. Physiquement. Ouais, exactement. Je pense qu'on a rajouté ça. Avant, ça y était. Mais maintenant, c'est encore... On est... il faut faire face sur tous les fronts. Être la mère parfaite, avoir le travail parfait, être super performante au travail, être ultra intelligente. Ça, encore avant, si t'es pas trop intelligente, ça passait. Maintenant, il faut être ultra intelligente. Et puis, il faut aller à la salle, il faut s'entretenir. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. C'est hyper lourd dans nos cerveaux, quoi. C'est hyper lourd. Sachant que... Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Mais la charge mentale, c'est 81%. C'est la femme qui l'a. Ouais, donc, j'ai pas les chiffres non plus, mais c'est sûr que... Elle est énorme, la charge mentale. Mais en fait, c'est même pas... En fait, c'est même parfois nous qui nous l'imposons. En tant que femme. Des fois, alors l'homme en face ne va pas aider de lui-même, mais parfois nous on va se dire, en fait c'est tellement intégré qu'on va se dire, je le fais parce que ça ira plus vite, je le fais mieux, ou même je me pose pas la question, je le fais. Mais en fait on devrait juste prendre du temps et de l'énergie à leur dire, en fait fais-le quoi. Ouais, mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce qu'en fait, du coup, j'ai aussi cette impression-là où on se dit, c'est aussi la nouvelle chose, c'est de se dire, en fait, oui, mais ça, c'est la défense masculine. Oui, alors du coup, vous, les femmes, vous avez trop de charge mentale parce que vous savez pas lâcher. Mais à partir du moment, si on était égaux, si on avait reçu la même éducation homme-femme,
on n'aurait pas ce problème-là de se dire il faut lâcher. Puis en fait, ça rajoute un petit top-up aux femmes de se dire en plus de ça, il faut que je sois ultra bonne psychologue pour essayer de lui donner un peu plus de tâches qu'il sait gérer, qu'il sait faire, me dédouaner de certaines choses, etc., etc. En fait, c'est hyper dur. On remet la faute sur les femmes. Ah bah oui, t'as trop de charge mentale. Ah bah c'est parce que tu lui en donnes pas assez. Ouais, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont très, 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 très forts et qui s'en rendent même pas compte à l'éviter, cette charge mentale. Ils sont trop forts. Trop forts, ouais. Ah, mais c'est complètement les rois inconscient. du camouflage. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Mais exactement, ils sont trop forts pour éviter la charge mentale. Ouais, bah ils ont pas envie, quoi. Enfin, c'est... Bah ouais. Bien sûr qu'ils sont pas envie. Instinctif. C'est instinctif. Et ils ont... Donc, une régression, du coup, à ton avis. Il n'y a pas de petites choses positives que tu vois. Allez, donne-nous une petite lumière au fond de ce tunnel, Romane. Un petit truc. Ah si, c'est dans l'entrepreneuriat, dans le boulot. L'entrepreneuriat, les femmes, on les voit aujourd'hui, on les entend. Et elles arrivent, et elles sont super fortes dans ce qu'elles font. Et bah ouais, on est des superwomen parce que elles arrivent à tout gérer. Une vie de couple, l'entrepreneuriat, des enfants pour certaines. Ouais, c'est incroyable. Dans l'entrepreneuriat, tu vois quand même un changement. Un changement, mais du coup, c'est un changement qui vient du plus profond du cœur des femmes, en fait. C'est pas du tout la société qui les met en avant. Enfin, c'est pas une avancée sociétale, c'est une avancée des femmes elles-mêmes qui, elles, prennent plus de place sur le devant de la scène un peu entrepreneuriale. Mais c'est pas vraiment une amélioration. Les femmes, elles ont toujours pris de la place partout, hein. Donc, en fait, là... enlevé, par contre. Enlevé de temps en temps, oui. Mais en fait, avec un peu de retard. Mais on a ce côté, je pense, d'avoir cette résistance. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, qui était très masculin pendant pas mal de temps, et bah, finalement, aujourd'hui, il se féminise. Il y a de plus en plus de femmes qui se disent bah oui, je peux être my own boss. T'encourages l'entrepreneuriat, toi, auprès des femmes? Complètement. Ouais. Allez-y, les filles. Allez-y. Non, mais complètement, mais on le voit. Hein. J'en parlais d'ailleurs avec mon mari autour de moi, dans mes copines, dans les investissements. Ça, c'est mon côté finance qui revient au galop. Il y a encore... Les femmes sont très peu investisseuses, finalement. Ouais. Elles investissent dans pas grand-chose. Quand elles ont un boulot, elles ont leur boulot. Et après, il n'y a pas d'investissement vraiment immobilier, il n'y a pas vraiment de prise de risque sur d'autres activités dans l'entrepreneuriat, etc. Alors, je pense que ouais, faut y aller. Et puis, heureusement qu'il y a des femmes aujourd'hui de plus en plus qui lèvent la main et qui disent « Ah, j'ai une idée, je fonce, je vais monter ma boîte. » J'avais fait, moi, une formation il y a quelques années, avant moi de me lancer aussi en entrepreneur, à la BPI, qui expliquait, qui éduquait les femmes aux finances et justement à comment faire des prêts quand tu veux créer ta boîte, comment tu veux lancer ta boîte. Et elles expliquaient en fait vraiment tous les chiffres qui disaient que les femmes osaient moins faire des prêts, osaient moins investir. Et c'était 1 heure de visio et je me rappelle d'avoir appris un max de trucs. Je me suis dit, on m'a jamais rien appris au niveau de la finance. C'est dingue. Mais rien. Et moi, je viens d'un milieu plutôt de lettres, enfin journalistique, communication, marketing, tout ça, à la base. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis, je sais pas, 35 ans à comprendre, enfin en tout cas à entendre ces mots-là et à ce qu'on me donne envie de le faire. Et en fait, on n'est pas du tout au courant, quoi. On n'est pas du tout au courant et je trouve ça... Mais c'est dingue. Trop dommage, ouais. Non mais regarde les conversations. Allez voir la BPI. Aujourd'hui, la grosse... ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup des cryptos. Ouais. Regarde les garçons. Ils parlent que ça. Il va chez les filles. Moi, je parle pas de crypto avec mes copines. Bah, on parle d'hommes. Bon. Non, mais c'est vrai, la charge mentale qu'on a, on en parle beaucoup quand même. On parle beaucoup de notre charge mentale. Non, mais complètement. Mais les investissements, et puis c'est en train de changer et tout, parce que du coup, moi j'ai pas mal de copines entrepreneuses, donc on parle beaucoup business, etc. Mais côté financier... Ah, il y a un gros manque de connaissances, il y a un gros manque d'intérêt, parce qu'en fait, on sait pas par quoi commencer, on n'est pas... Et parfois, on nous a dit, c'est un truc de mec. C'est ça. Les chiffres. Exactement.
Et quand les mecs ils sont en train de calculer le nombre de bitcoins qu'ils ont sur leur compte et que nous, voilà, on discute de la gestion de la maison, c'est sûr qu'à la fin, on récupère pas la même chose. J'aimerais trop que tu me réexpliques. J'ai adoré la théorie des pots de yaourt, si tu veux bien la partager sur cet épisode. J'aime beaucoup cette théorie-là, mais le problème, c'est que je l'ai piquée à quelqu'un et je ne sais plus qui. Donc voilà, donc ce n'est pas de moi la théorie des pots de yaourt, mais effectivement, elle est géniale parce qu'elle met bien en lumière le problème qu'on vit aujourd'hui avec les Robert. C'est que un homme va investir dans des choses qui vont prendre de la valeur. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il aura un plus gros salaire, donc il va mettre plus sur la maison, il va investir dans une voiture, il va faire des placements financiers, il va peut-être même aller voir un gestionnaire de patrimoine qui va lui indiquer quoi faire avec son salaire. Et en fait, la femme, finalement, elle se retrouve un peu bloquée avec les dépenses du quotidien. Elle va plus penser à nourrir ses enfants. Donc, c'est là où la femme va dépenser dans les courses du quotidien parce qu'elle a un plus petit salaire. Donc, son mari lui dit « Eh ben, toi, tu prends les courses. Moi, je fais les investissements. Et toi, tu vas prendre les courses du quotidien, les petites dépenses, quoi. » Sauf qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe quand il y a un divorce ? On se retrouve, nous, femmes, avec les pots de yaourt, et l'homme va se retrouver avec des investissements compris de la valeur, de l'immobilier, une voiture qui est toujours là, et des choses qui vont rester dans le temps. Alors qu'en fait, l'investissement féminin est plus des investissements court terme pour faire plaisir au foyer, et malheureusement, au bout d'un moment, il reste rien. Ça me fait des frissons. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Mais on le vit tellement. Ouais. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. Donc, c'est ça. À bas la théorie des pots de yaourt, on ne veut plus. Qui c'est qui achète le grille-pain ? Non, mais c'est nous. Les tapis, les rideaux, les trucs. C'est lui ou c'est elle ? Ouais, c'est souvent... Peut-être c'est un électroménager, mais non, mais voilà. d'accord, mais parfois il y a des comptes partagés, mais quand il n'y a pas de compte partagé, je pense que tu as raison. La femme va dire, moi je prends les courses, je prends les trucs du quotidien, sans penser long terme et se dire, en fait, tout cet argent que j'ai mis là dans le foyer, en faire en sorte que ce foyer soit vivable, agréable, chaleureux, pour mes enfants, pour mon conjoint, mon mari, ce que tu veux. Tout l'argent qu'elle a mis là-dedans, exactement. C'est pas du tout, ne rapporte pas de fruits. Ouais. Exactement. Malgré le quotidien, on peut bien le résumer. L'homme va acheter la maison et la femme va acheter les meubles. Ouais. Mais à la fin, sur la revente, il va y avoir une plus-value sur la maison. Sur les meubles, il va y avoir une... Ouais. On va dire que c'est pas tout le temps comme ça, mais en tout cas, dans la majorité des cas, c'est quand même le cas. Oui. On va dire que c'est pas on va dire qu'on n'a pas les chiffres scientifiques, mais... Exactement. On n'a pas les chiffres. Mais certaines personnes se reconnaîtront. Écoute, justement, on arrive à la fin de ce podcast. Le mot Robert. Voilà, c'est un peu une de mes questions préférées. Genre, qu'est-ce que tu aimerais dire à un Robert s'il était à côté de toi aujourd'hui ? Mais tu m'entends pas, parce qu'en fait c'est ça, genre tu ne m'entends pas, mais un Robert n'écoute pas, n'entendra pas en fait ce qu'une femme a à lui dire finalement, parce que c'est difficile de changer la mentalité d'un Robert. Et qu'est-ce que j'aimerais dire à un Robert ? S'il pouvait t'entendre, s'il pouvait t'écouter. Oh là là, je dirais franchement, aime les femmes parce qu'elles te le rendront bien, vraiment. Ouais. On est des personnes extraordinaires aussi. Et quand on fait une bonne équipe entre femmes et Robert, le monde serait incroyable. Femmes et hommes, du coup. Femmes et hommes. Les Robert, on n'en veut plus. oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Aime les femmes. Aime les femmes, s'il te plaît, Robert. Ouais, s'il te plaît. Écoute, merci beaucoup pour... tes propos, cette interview, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu veux repartager ton entreprise, en tout cas tes produits, si on a envie d'acheter des compléments alimentaires, où est-ce qu'on peut te retrouver en fait si les gens ont des besoins de compléments, de choses. Je te fais ta petite promo quoi. C'est trop sympa. Donc profites-en. Ouais, c'est vrai. Donc ma marque c'est Thérapie Nutrition et comme je disais, on est spécialisé dans les compléments alimentaires pour la nuit. Et donc, on peut retrouver tous nos compléments alimentaires sur therapienutrition.com. Tous nos produits sont bio, éco-conçus et fabriqués en France. Ouais. Et thérapie, ça s'écrit
THERHAPPY Ouais. nutrition.com. Ouais, c'est thérapie. Thérapie. Ouais, c'est la thérapie qui te rend heureuse. Qui est heureux. Quoi. Voilà. Ouais, Trop mignon. Thérapie. C'est un petit jeu de mots et un petit clin d'œil. Voilà, qu'il faut aimer tout le monde et puis il faut être heureux au quotidien. Voilà, c'était pour ça le petit que Robert. je voulais faire passer à travers Ouais. ma boîte. D'ailleurs, moi, j'utilise le petit spray que tu m'as Pour offert dormir pour dormir. Il C'est est un bien, régal. Ouais, tous les trop soirs. bien. Ouais, Ouais. tous les soirs sur le coussin. Il est incroyable, ils sont Ouais. trop bons. Ils sont trop bons. Bon, bah merci beaucoup, Romane. Merci Laura, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super chaud au cœur. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sur le compte Have You Met Robert pour découvrir tous les nouveaux épisodes qui vont sortir et surtout pour me contacter directement si vous avez envie pour participer au podcast, raconter vos histoires, vos récits. C'est avec vos témoignages que le podcast se fait. Je serais ravie de vous interviewer. Je pense que toutes les histoires sont importantes à raconter. N'hésitez pas, je répondrai à tous vos messages. Je vous remercie encore pour votre écoute et à très vite.